Bonjour à tous, ravie de vous voir si nombreux ce midi, ce beau mercredi midi. Donc je vous souhaite la bienvenue à ce Mon Petit Entretien où on accueille avec beaucoup de plaisir Catherine Lalonde. Je voulais peut-être, avant de commencer, remercier Jacques Provost, là-bas dans le fond, qui n'aime pas les remerciements, professeur de sciences politiques, pour son engagement et toute l'organisation, en fait, toute l'énergie qu'il met à faire rouler de façon très efficace cette série d'entretiens qui a lieu périodiquement dans chacune des sessions. J'ai des petits éléments aussi à vous communiquer avant d'entrer dans le vif du sujet. On vous a distribué des petits coupons. Il va y avoir un tirage à la fin de l'entrevue avec Catherine. Vous aurez droit, donc, les 3 personnes gagnantes auront droit à un livre, La dévoration des fées, le livre de Catherine Lalonde, gratuitement à la coop. Je vous signale aussi qu'il y a un 25% de réduction sur le livre jusqu'au 11 avril. Pour ceux qui ne l'ont pas acheté, mes étudiants, je les ai forcés à l'acheter, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont... Pauvres qui ne l'ont pas. Donc, vous avez droit à 25%. Une fois que Catherine va vous avoir parlé de son œuvre, vous ne pourrez plus vous en passer. Vous allez vous précipiter à la coop. Dernier élément aussi pratique, je vous encourage fortement, je vais le répéter à mes étudiants, mais ceux qui ne sont pas mes étudiants, à aller remplir le petit sondage sur la page Facebook du programme qui s'appelle « Parlez-moi d'une langue », qui est le programme de l'UNEC, l'Union des écrivains québécois, que je remercie aussi, qui a un programme très intéressant qui permet de financer la venue de plusieurs auteurs, artistes, etc., écrivains, et donc de les faire venir dans les institutions d'enseignement et de vous en faire profiter largement. Donc, je vous encourage à aller, ça prend 5 minutes, c'est vraiment pas long, mais ils veulent avoir votre feedback, donc allez remplir ça après. Alors, Catherine, bonjour. Bonjour, Pascal. Avant de te laisser parler, je vais peut-être te présenter. Tu m'arrêteras si on se tutoie, on se connaît un petit peu et donc on a décidé qu'on y allait dans le tutoiement. Donc, Catherine Lalonde est poète, journaliste et danseuse contemporaine. Elle a donc une pratique artistique multidisciplinaire qui l'a amenée à faire des performances qui allient le plus souvent les mots et le corps, la poésie et la danse. Elle a aussi dirigé pendant plusieurs années le cahier livre du Devoir, où elle poursuit aujourd'hui encore sa carrière de journaliste. Vous pouvez la lire presque tous les jours. Elle travaille fort. Donc, elle est aussi journaliste. Elle est l'auteure de plusieurs recueils de poèmes, dont Corps étranger, qui a remporté le prix Émile Nelligan, et Cassandre, notamment, qui sont tous les deux parus chez Québec Amérique, si vous voulez aller jeter un œil. Et en septembre dernier, elle a publié aux éditions du Cartanier un magnifique récit poétique intitulé « La dévoration des fées », celui sur lequel vous allez vous précipiter à l'issue de l'entretien, qui est une sorte de roman d'apprentissage, entre guillemets, avec des gros guillemets. Qu'est-ce que c'est, Pascal? Un roman d'apprentissage? Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est ça que je vais t'expliquer. Donc, un roman d'apprentissage, entre guillemets, gros guillemets, servi par une invention langagière exceptionnelle et une poésie d'une grande richesse, vous le constaterez. Et si j'essaie de résumer la trame narrative de La dévoration des fées, je vous dirais que c'est l'histoire de la petite, de sa naissance à Saint-Amer, un village du Québec profond, où elle sera élevée par sa grand-mère, appelée la Vieille, avec ses 5 frères, encore là avec des grands guillemets, parce que ce ne sont pas tous ses frères, ou pas tout à fait, jusqu'à l'âge adulte où, après un exil en ville, elle reviendra vivre à la campagne avec sa grand-mère. Je m'arrête là. Donc, Catherine, avant de commencer l'entretien, qu'est-ce que tu dirais de nous lire un passage de ton récit pour nous mettre dans l'oreille cette belle langue que tu as créée là? C'est un livre où les tons changent selon les moments, selon les âges. Quelle page? 54.
Grand-maman perd pied dans son éternelle danse macabre, celle de la blanche disparue des marmots et des objets. Chose du maudit, toujours partout. Et les deux fils adoptés, le mongol, les deux siens sans père et la petite. Souliers uniques, tasses, clous, sabres de bois et d'enfer, toutes chaussettes et bas dépareillés, bouchées de savon du pays, fourchettes, sable, miettes, cailloux magiques, scarabées, mus par 6 marionnettistes en proie à la tentation du désordre maximal. Même la poupée a disparu. La poupée de Blanche quand elle était petite, avant que d'être mère, avant que d'être morte. Grand-maman se pince le cœur et gueule « La porte, les mouches! Ramassez-vous, je ne vais pas le dire 3 fois. Moins fort les corneilles, on s'entend plus penser. » Elle se rentre un grain de chapelet dans le pied en jurant, ouvre la porte pour gueuler « Jean, Jude, Luc, Jacques, Mathieu, Pierre, Joseph, la petite, venez manger, je le répéterai pas 2 fois. » Et les hommes, les mains mâles, son mari, en culotte courte, canif et bois mort. Car morts, tous morts trop tôt. Son père, mort à la drave. Les 6 frères avant elle, morts-nés l'un après l'autre dans le ventre de vieille. Le beau-frère mort du poumon. Le mari mort comme tous les hommes pas tout à fait revenus de la guerre. Les cousins de la petite Vérole, l'épicier de Honte et au bûcher, le curé des Vers, les autres de famine, dans la rivière aux petites chinoises, de phtisie, de piqûres, de piche chaude, de pitié, le voisin d'Irish Whisky, celui à l'ouest de Frelaté et de Fréry, morts de mourir comme tous les hommes. Comme des mouches, comme des lâches, comme tous les hommes, tous les autres. Merci. Donc, ça vous donne, pour ceux qui ne l'ont pas lu, entendre cette langue-là, ça vous donne peut-être une petite idée de l'univers et de la langue dans laquelle on navigue. Peut-être pourrais-tu commencer par nous expliquer un petit peu la genèse de ce livre-là, comment est-il né, d'où vient-il? Ça a été une genèse assez compliquée. C'est le livre qui a été pour moi le plus difficile à écrire et de loin le plus long. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit vite, je suis quelqu'un qui fait aussi beaucoup de choses dans la vie autour, puis c'est important pour moi de les faire. Alors ça ralentit toute l'écriture, puisque en plus, il y a au départ toujours une bonne raison de ne pas écrire. La paresse est toujours supérieure au désir de créer, malheureusement. Puis après, il y a aussi des choses intéressantes comme la danse, la vie, aléatoirement faire un petit, qui prennent du temps et où c'est important aussi de passer des heures, carrément. Alors, la dévoration, c'est un processus qui s'est fait sur pas loin de 8, sinon 9 ans. Et le tout départ, ça a été un texte qui était un pastiche carrément de José Yvon et qui n'est plus du tout dans le livre, qui a complètement disparu. Fait que j'étais très impressionnée en redécouvrant José Yvon. Je l'avais déjà lu, j'avais pas été tant frappée par elle la première fois que je l'avais lu. Quand je l'ai redécouverte dans la foulée de la parution de Corps étranger, j'ai vraiment été blastée. Parce que ce que je me trouvais de spécial, ce que je me trouvais de particulier dans ma vision du féminisme, de la violence, de la colère, j'ai découvert que quelqu'un avant moi dont on nommait presque plus le nom, l'avait fait avec 10 fois plus de force, 1000 fois plus de radicalité, et qu'on l'avait de plus oublié dans la foulée. Juste peut-être rappeler qui est José Yvon, brièvement, Catherine? C'est une poète assez trash des années 80, elle est morte en... Et je me trompe toujours, 98 ou 94. J'aimerais ne pas avoir à dire que c'était la chum de Denis Vanier. On la présente souvent juste comme ça, mais on doit le dire parce qu'elle est aussi arrivée en poésie par Denis Vanier, carrément. La première chose de José Yvon qu'on a vue en poésie, c'est la photo de son clitoris dans le recueil « Le clitoris de la fée des étoiles ». Mais ils écrivaient ensemble, ils écrivaient de manière séparée aussi. Ils ont formé une espèce de couple maudit. C'est extrêmement romantique. Cette image-là me nourrit aussi. C'est pas juste l'œuvre.
Mais le travail de José Yvon, à mon sens, vieillit beaucoup mieux que celui de Vanier. Il est beaucoup plus bizarre, beaucoup plus mélangé, beaucoup plus hétéroclite. La rumeur veut qu'elle soit prostituée, elle s'est promenée dans les bars de danseuses. Elle était très proche des homosexuels, des trans de l'époque. C'est pas du tout la même chose en 1980 que maintenant. Là. À l'époque, c'était vraiment marginal. Il y a quelque chose qui tient presque du documentaire poétique dans ce qu'elle fait. Fait inspiré par ça, puis un peu blasté par le fait que, voilà, finalement, on est bien peu de choses, puis c'est important de s'en rendre compte. Je me demandais c'est quoi les mots les plus tough, les plus crus, les plus rough que moi je peux dire. Et il y a une suite poétique qui a commencé comme ça, qui est née, qui commence tout doucement par « Ma grand-mère fourrait des queues ». Ça, c'était le texte initial. Alors, ma grand-mère fourrait des queues. Elle mangeait des Indiens dans le petit Nunavut, Maine-Saint-Laurent, entre le Cléopâtre et Ontario. Ma grand-mère suçait. Des blagues percées toutes couleurs, la bouche pleine d'échymoses, de stries de sperme Bazooka Joe. Ma grand-mère mangeait des battes sans lever le petit doigt pour avaler, sans s'inquiéter des miettes de goglu sur le Chesterfield. Il n'y en avait pas au Tropicana Hotel, 6 piastres la nuit. Il y en a 20 pages de même. Puis ça continue. Puis je me suis rendu compte que la phrase qui, pour moi, au début, était la pire, ma grand-mère fourrait des queues, plus je la travaillais, plus j'écrivais, plus elle devenait normale. Plus je pouvais la répéter. Au point où maintenant, je peux la dire à midi dans un cégep avec presque pas d'émotion. Alors qu'au moment où elle m'est venue, c'était dans ma tête la pire affaire au monde. Et en même temps, avec ce texte-là, ce que je m'étais dit, c'est si j'arrive à monter le dimmer un petit peu de la violence que j'ai l'impression de subir ou que j'ai l'impression d'absorber, particulièrement en tant que femme, que j'ai l'impression d'avoir à gérer, qui est difficile des fois à faire passer. Comment tu peux expliquer la violence d'avoir l'impression que tu es obligé de te maquiller? C'est pas violent, c'est pas, mais oui, c'est violent. J'y arrive pas. Donc, si je monte le dimmer, si je passe de 2 à 10, puis que j'y vais dans le trash, je vais-tu arriver à faire passer mon message? Fait que je me suis promenée avec cette suite poétique-là pendant un bout. Je l'ai lu beaucoup en live. En live, elle marche très bien, particulièrement dans les bars, le soir. Mais toujours avec un malaise, parce que je pouvais toujours en rajouter. Mais vraiment en rajouter. Et autour de ça, l'histoire de la petite est arrivée. Au début, il y avait l'histoire de la petite. C'était coupé par la voix du texte que je viens de vous lire, quelque chose de plus urbain. Ça se promenait. Et beaucoup plus tard, avec mon éditeur, toujours face à ce malaise-là, au moment où on allait publier une première version du texte qui contenait ce pastiche de José Yvon, qui en était le cœur, on a dit non. On a dit non parce que, c'est oral, puis quand on le lit à l'écrit, c'est beaucoup moins bon. Ce qui est une excellente raison de ne pas publier, en partant. 2, c'est une imitation pas mauvaise de José Yvon, mais pendant que j'imite, je suis cachée derrière un masque. Je ne suis pas moi-même. C'est très facile pour moi de dire ma grand-mère suçait des battes parce que ma grand-mère, elle n'a pas sucé des battes. Je peux en rajouter. Je peux t'en mettre du cul, je peux t'en mettre des bleus, je peux t'en mettre de la violence, je peux y aller. Puis là, je lis ça, puis je vois le monde, ils rient ou ils sont tétanisés. Puis t'es comme ça, est-ce que je suis vraiment en train de dénoncer la violence comme je voulais le faire, ou est-ce que je suis en train de la provoquer? Est-ce que je suis en train d'en refaire et d'en rajouter? Il n'y a pas vraiment de réponse, ça peut être les deux, mais j'étais pas à l'aise avec le côté spectaculaire du texte non plus. Fait qu'on a décidé de l'enlever, mais on s'est retrouvé avec un livre où il manquait l'élément principal et l'élément déclencheur, et la phrase avec laquelle Éric m'a lâché, m'a dit « Il faut que tu trouves ta propre violence à toi ». Ouais, c'est facile à dire, tu sais. Puis je suis repartie avec ça, puis ça a pris 6 mois de plus, puis ça a donné la page 123. Ceux qui ne l'ont pas lu ne savent pas, ceux qui l'ont lu savent. La page 123 qui a beaucoup troublé mes étudiants, hein, qui l'ont lu, en tout cas certains d'entre vous. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont des questions à te poser là-dessus.
donc, tu parles de violence, tu parles de féminisme. D'emblée, quand on lit ce livre-là, la première fois, en tout cas, ou quand mes étudiants l'ont lu, c'est pas forcément ce qui frappe. En quoi c'est un livre féministe pour toi? Parce que c'est ça qui m'a, moi, drivée. Puis la façon dont les gens le lisent, après, ça m'appartient plus, puis c'est là que c'est formidable. Fait que les étudiants le reçoivent de n'importe quelle manière. Vraiment, ça m'appartient plus. Féministe, parce que grosso modo, ce qui s'est passé ensuite, ça a été de faire, bon, ben voilà, comme auteur, moi, je me sens encore auto-censurée. Je sens que je m'auto-censure encore. Je sens que j'ai pas encore tous les droits sur la langue et sur l'écriture parce que j'ai pas un appui historique. Je ne peux pas écrire de toute éternité. Je n'ai pas ce statut-là de faire « je suis écrivain », voilà, c'est absolu. On me regarde quand je dis ça, on va penser que je fais des chefs-d'œuvre. Non. Et je pense que c'est beaucoup parce que le rapport à l'écriture, ben on pense encore que c'est les hommes qui le maîtrisent. Donc, comment moi, comme auteur, je me sors de ça? C'est mon problème. C'est mon problème d'autocensure, c'est ma perception de l'écriture. Qu'est-ce que je fais? Ben, je me refais une mythologie. Je me refais une mythologie où il y a juste des filles. Je tasse les gars parce que j'ai l'impression qu'on les voit partout. Puis, je me fais un personnage comme j'ai besoin d'en avoir un pour me montrer le chemin de la liberté, en quelque sorte, qui va être une petite sauvage, toujours en connexion avec son enfance puis avec ses réelles pulsions, qui va être capable de... même pas de surmonter les épreuves ou la dureté, qui va être capable de les avaler. Carrément, avaler, hein? Ceux qui l'ont lu, ils savent. C'est vraiment ça. Qui vont être capables de les manger et de les digérer. Qui va être capable de les manger puis de les digérer. Et pour moi, en ce sens, ce livre-là est féministe, mais en même temps, j'ai des discussions avec une grande amie qui est féministe et qui dit qu'il ne l'est pas parce que les femmes reviennent et se rencontrent par le sexe, encore une fois, parce qu'elles sont ramenées au corps. Donc, il y a une aliénation du féminisme dans ça avec laquelle je suis tout à fait à l'aise aussi, parce que le féminisme de José Yvon, il était comme ça. Fait qu'il y a quelque chose dans ça qui se rencontre, puis qui parle aussi de mon rapport à moi au féminisme, où je crois profondément à ça, où j'ai vraiment, vraiment envie d'être dans une société égalitaire, mais où même moi, par rapport à mes propres décisions, puis à ce que j'ai à faire, des fois, j'ai l'impression de devenir un serpent qui se mord la queue, de ne pas voir la porte de sortie, d'être autant aliéné que libéré par l'idée. Ouais, ça ressemble à ça. Je vais juste répondre à quelque chose que j'ai entendu qui a dit « C'est quoi la page 123? » On peut pas le raconter. C'est vraiment, vraiment plate parce que si on le raconte, ça tombe à pic, puis il faut comme passer à travers puis qu'elle tombe dessus. Fait que tu demanderas à tes chums de te le dire, mais s'ils te le disent, ça marche pas. Il faut que tu tombes dedans pour que ça marche. Fait que je sais que c'est vraiment plate le choix qu'on fait ici, pour ceux qui l'ont pas lu, mais c'est un choix conscient. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, tout à fait. Oui. Dans Corps étranger, hein, si je ne me trompe pas, tu rends hommage. Je ne dirais pas que tu rends hommage, mais il y a beaucoup d'intertextualité avec des écrivains québécois, des poètes notamment, masculins. Presque tous, si je ne me trompe pas. Hein? Bien sûr. Mais dans celui-ci, il y a aussi beaucoup d'intertextualité qui est beaucoup moins évidente, sans doute, que dans Corps étranger, peut-être. Oui. Mais tu as volontairement choisi de ne parler que de femmes, de n'informer ton livre que d'écrivains féminins. Et c'est très juste, et c'est là que tu nommes toi-même l'aliénation dans laquelle je suis. Les écrivains qui m'inspirent sont des hommes. Comment est-ce que je peux devenir un grand écrivain si je trouve que Leonard Cohen est la meilleure chose au monde? Il y a déjà quelque chose qui marche à moitié. Donc, je fais le choix politique de lire plus de femmes, de me référer à plus de femmes, de référer plus de femmes. Est-ce que ça va écrapoutir mon œuvre, la tirer vers le bas, mon texte, la tirer vers le bas? Peut-être, je ne sais pas. Mais là, j'ai besoin de faire ça, tu sais. Puis, en même temps, on pourrait le revirer de bord aussi parce que dans Corps étranger, comme dans Cassandre, c'est des histoires d'amour. Cassandre est un narrateur masculin, on joue déjà avec ça, mais les narratrices disparaissent. Dans Corps étranger, grosso modo, elle flambe dans un souvenir d'amour, dans Cassandre aussi. Et il y avait la même amie féministe m'avait dit, on ne peut pas dire que tes livres sont féministes, tes héroïnes se détruisent, elles disparaissent.
Et s'en est suivi une discussion. Oui, mais c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qui me vient, c'est ça ma création, c'est ça ma poésie, c'est ça mon art. Et les deux sont vrais, les deux ont raison. Et dans la dévoration des fées, à la fin, devinez quoi? Elle disparaissait. La petite disparaissait. Puis à un moment donné, ça a juste fait comme, OK, fait que c'est mon art, c'est mon inspiration, c'est ma pulsion. Et si je comprends bien, je vais faire ça toute ma vie. Si je reste connectée à ce que je veux faire, je vais faire la même affaire, je vais me répéter avec des variations sur le thème puis des langues différentes. Donc, est-ce que être politique, c'est aussi changer ma propre vision de ce que je pense qui est l'inspiration? Puis pour le fun, j'ai fait une fin, puis je me suis dit, je vais faire une fin ouverte à mon sens positive. Et j'ai découvert qu'il fallait que je change 3 mots. Vraiment, tout se tenait. Je changeais 3 mots. Et tout d'un coup, c'était une ouverture et elle se libérait. Puis ça a fait comme, OK, c'est pas plus difficile que ça. 1 page avant, puis 3 mots à la fin. Et là, moi, maintenant, je dois porter ça, ce qui est différent. Fait que peut-être, j'espère que j'apprends moi-même à me libérer au lieu de disparaître. J'avais rêvé d'être une fille? Non. Non, oui, ça est venu, mais dans le chant final, c'est la grand-mère qui disparaît. Avant, c'était elle. Avant, c'était la petite qui disparaissait. Fait que tu changes, tu inverses 2 rôles, et puis voilà. Parle-nous un peu de cette violence que tu sembles avoir en toi et que tu avais besoin d'exprimer, et comment elle s'est exprimée finalement dans la dévoration des fées, et quelle est cette violence-là? Est-ce que c'est une violence féminine générale? Je suis pas capable de répondre à cette question-là. Il faudrait que la question soit plus spécifique parce que pour moi, ça fait partie de moi. Puis même cette violence-là, c'est pas violent pour moi. Quand je sais que quand je parle de la dévoration des fées puis qu'il y a quelqu'un qui l'a pas lu, il faut se dire, il y a peut-être quelque chose qui est cru, il y a peut-être quelque chose qui est un peu difficile. Moi, j'ai aucun problème avec ce type d'univers-là. Je trouve ça correspond à ma vision de la vie. J'ai pas l'impression qu'on est dans quelque chose de lisse. J'ai pas l'impression qu'on est dans un monde gentil du tout. J'ai pas l'impression que nos rapports entre nous sont gentils. Je trouve qu'ils sont pleins de cruauté, sont pleins de faim, sont pleins de désirs. Souvent, on se retient, mais il y a quelque chose qui pulse en dessous qui est constamment violent. Mais vraiment. Honnêtement, le simple fait qu'on soit présentement assis, tout le monde, les jambes croisées, en train de parler de violence, et d'une violence incroyable. Il y a quelque chose qui est contraint, qui est social, c'est nécessaire. C'est formidable. Mais je suis pas capable d'élaborer parce que pour moi, la violence qu'il y a dans le recueil est ici. Elle est là. Et dans tout ce qui n'est pas dit, dans tout ce qu'on ne sait pas, et dans le nombre de filles qui sont menstruées aujourd'hui, qui ont mal au ventre, qui sont ici pareilles, puis qui ne parlent pas du fait qu'ils ont mal au ventre, et dans le nombre de personnes qui n'ont pas envie d'être ici, mais qui viennent pareilles, puis qui pensent à autre chose, c'est violent. Et dans le nombre de personnes qui ont envie d'être ici, puis qui ont envie de crier ou de poser une question depuis le début, puis qui le font. Ça en est de la violence, ça. Fait que quand on parle de la violence des rapports de la petite, puis de ses frères qui se couraillent, puis qui sont un petit peu rough, ça s'incarne, ça passe dans le corps. À mon sens, ça se ressemble. Mais je suis peut-être en gros déni. Pas grave. Parle-nous peut-être un peu justement des auteurs. Tu nous as parlé de José Yvon, mais c'est un récit qui est profondément original, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il n'en est pas moins nourri, si j'ose dire aussi, d'autres écrivaines essentiellement. Peux-tu élaborer un petit peu là-dessus? Quelles écrivaines et pourquoi
tu as convoqué, je crois que c'est un mot que tu emploies, ces écrivaines-là dans ce récit? Il y a plusieurs rapports à l'inspiration. Il y a ceux qui sont le rapport qui est nommé à la fin, donc qui est de la citation directe. Puis ça, c'est vraiment des phrases qui me viennent, puis que je récupère, qui me viennent, puis que je récupère, puis que je sème de ci, de là, puis des manières de dire salut, en général, à des auteurs que j'aime. Mais l'écriture de La Dévoration des fées a beaucoup été marquée par la découverte d'Olivier Cadiot, qui est un homme, par ailleurs, par sa prose, puis par sa manière absolument éclatée d'écrire et de parler, et où j'ai voulu embarquer là-dedans. Anne Hébert, la Anne Hébert des enfants du sabbat, puis de l'enfant chargé de songes. Mais même Anne Hébert est arrivée plus tard. Il y avait un manuscrit qui était là, puis j'ai lu ces livres-là, et là, j'ai fait « Ah oui, voilà, il y a de quoi », tu sais. Puis j'ai repassé le manuscrit, j'ai réécrit. Céline Minard aussi, que j'ai découvert en fin d'écriture, Bastard Battle, qui est incroyable, qui est vraiment incroyable, qui a une oralité écrite absolument magique, avec une érudition et une colère aussi formidable. Fait que ces gens-là sont là, vraiment dans le texte, José Yvon aussi, mais les autres, les amis, c'est comme des petites perles dans le collier qui m'arrivent, puis que je sème là. C'est plus des petits saluts. Puis pour les femmes, Anne Hébert et José Yvon notamment, hein, et on peut aussi, en tout cas moi je trouve qu'il y a vraiment des liens à faire avec Marie-Claire Blais, peut-être. Hein? Est-ce que c'est une forme d'hommage? Je crois que tu emploies un peu ce mot-là. Pourquoi tu t'es senti besoin, justement, de... Ah, un hommage, non, parce que je serais encore derrière. J'ai vraiment eu, quand j'ai relu Les enfants, quand j'ai lu Les enfants du sabbat puis L'enfant chargé de songes, c'était au moment où je cherchais, quelle devait être cette violence qui était la mienne, tu sais. Puis un des trucs qui me gossait, c'est que l'univers de José Yvon, il est extrêmement urbain, ce qui correspond à ma réalité, mais mon imaginaire à moi, il est très, très, très forestier. Il est vraiment, vraiment beaucoup ancré dans la maison de ma grand-mère à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. Ma mythologie d'enfance est là. Fait que j'étais tiraillée entre la ville puis la forêt laurentienne, carrément. Puis Anne Hébert a ça. Elle, c'est plus le bord du fleuve, mais un rapport à la nature qui est primordial, qui est essentiel. Fait que je me suis vraiment dit, OK, si j'essaie de faire manger José Yvon par Anne Hébert, je me reconnais dans les deux, il y a comme deux pôles dans ça, qu'est-ce que ça donne, tu sais? Puis là, ça commence à ressembler au récit final. Fait que Sainte-Amère, c'est Sainte-Adèle? Oui, carrément. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, Sainte-Amère, sainte, amère comme amertume, donc avec tout le jeu éventuellement sur la mer, évidemment. En tout cas, ouais. Je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais oui. Oui. Est-ce que, pour poursuivre donc dans la veine féministe, est-ce que tu trouves encore, on en a un peu parlé aujourd'hui, mais qu'il y a encore un décalage si énorme que ça aujourd'hui entre les écrivains femmes, les écrivains hommes? Est-ce que c'est encore si difficile pour une femme d'écrire? D'écrire, certainement pas. Dans la réception, oui. Les médias, je suis un média, parlent en général de 30% de livres de femmes, aujourd'hui. 30%. On n'a pas les chiffres du nombre de livres de femmes versus le nombre de livres d'hommes qui sont publiés. Au Québec, on est très, très bon. On a beaucoup de filles auteurs, beaucoup de femmes auteurs. On n'a pas le nombre de manuscrits qui sont publiés. Mais oui, c'est difficile. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas difficile pour les hommes. On s'entend. C'est pas du tout ce que je dis. Mais il y a une entrave supplémentaire au départ. Il y a un vernis plus foncé supplémentaire qui est là. À moins que tu veuilles faire de la chick-lit ou du roman historique, ce qui est très bien. Mais pour faire de la littérature et pour pouvoir oser te confronter à la littérature avec un grand L, c'est difficile pour tout le monde, homme ou femme. Mais un peu plus pour les femmes, je suis convaincue. Comme si elles étaient encore moins prises au sérieux? Oui.
On a eu une table ronde la session dernière, ou il y a 1 an, hein, je pense, sur l'enseignement aussi des œuvres féminines, puis il était très, très, très clair qu'il y a un décalage encore énorme. Hein. Je suis sûre que dans la salle, si vous comptez le nombre d'auteurs femmes que vous avez lus hein, pendant votre scolarité, le nombre d'auteurs hommes, ça vous sauterait assez facilement aux yeux qu'il y a un décalage important, en tout cas, il me semble. Tu as une manière assez personnelle, bien à toi, de lier le travail du corps et le travail des mots. Hein? Bon, ça, tu vas le faire dans des performances, dans des lectures publiques, dans toutes sortes de lieux, hein? En dansant, sans danser, en parlant, en dansant, etc. Hein? Je trouve que le corps est aussi extrêmement présent dans ce récit-là. Hein? Comment, donc, ces deux aspects de ta personnalité, qui sont vraiment deux facettes indissociables, il me semble, hein, se nourrissent l'une l'autre, dans l'écriture et dans la performance, peut-être? Il y a dans le travail qui vient avec la danse, je parle pas de la danse, prendre une classe de danse, mais je parle de l'improvisation puis de l'exploration. Il y a une observation qui embarque, un espèce de regard qui embarque une conscience ou un désir de conscience de l'espace, de ce qui se passe en arrière, en avant, de la distance qu'il y a entre des individus, des différentes strates, qui est extrêmement, extrêmement inspirant pour l'écriture, qui peut vraiment donner plein de nourriture. Ça, c'est pour le rapport à l'écriture. Pour le rapport à la lecture puis à la performance, c'est différent, ça me permet de tester si les choses sont justes. Puis après, ça permet de travailler aussi pour voir qu'est-ce qu'il faut mettre dans un texte ou dans une lecture pour devenir intéressant. Et c'est souvent plus des questions que des réponses. Je vais prendre ta chaise, en fait. Tu veux prendre ma chaise? Oui. Vas-y. Est-ce que tu veux le micro? Non, je ne veux pas. Oui, je le veux, mais... Ah, il y en a un qui est sans fil, ça va aller mieux. Sans fil. Je vais peut-être parler un petit peu moins fort dans le cours de la chose. Si jamais vous voulez vous rapprocher, n'hésitez pas. Donc, la question, c'était qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça change pas d'ajouter du corps? Puis comment on change la lecture d'un texte? Il y en a que vous avez lu le chant final. C'est toujours dangereux d'interpréter ou d'ajouter un élément comme le corps parce qu'on impose une interprétation. Est-ce qu'on est assuré pour les auteurs qui viennent ici? C'est bon, Pascal. Juste dire à quel point votre attention a changé déjà. Je suis née plus vieille que ma mère, née à l'âge d'avant et me simplifier de mort en mort jusqu'à devenir mère de ma mère et envers vertigineux de la musique. Et j'espère par toi, amour, des siècles de force, des pluies d'éclairs. J'ai ouvert mes entrailles 3 fois miracle et supporté le vide après la haine. Tu y liras l'avenir et ses jouissantes dévorations
tu y liras les reines et les mères gigognes. Car nous avons, je dis que nous avons l'art de dormir dans le séisme. Suis-nous, toute femme, fée, larges animales. Éteinte, renée, revenue, ressoufflée et s'avalant par siècles décalés, la première bouche sera la dernière et t'embrasse. Si le lait me sort, mes fémurs deviennent liquides et attrape-moi liquide, je file, fée, sirène, au flot lacté, Cléopâtre, enfin reine, partie avec vos vaches et l'eau du bain. Sors les ailes. Sors les ailes. Redeviens première. Je redeviens glaciaire et sais conquérir dieux et mon stress. Et aigle, lettre de fer, soit dernière fille d'assise, soyons ensemble d'armes et de bouche. De lance-pierre et nacre-cœur, soyons dégorgés, pure détresse, sorcière, langue et croc de souveraine ensemble, dans la joie ensemble des effondrements. Rejoins blanche, étincelle, tison, bengale, je brûle au perséide, pluie d'éclairs, pluie d'été, fulgurance, l'énergie contenue de ne pas avoir disparu avant de ne pas avoir joie, ne pas avoir disparu avant de disparaître. Va hurler Dieu. Va et deviens tempête, vacarme, seule musique, farine et lait, avant de nous faire mortes, va rendre œil pour œil de nos têtes aux cieux, va devenir cri avant soupir, avant sourdine, avant viande, va amour, perce cheval pour joie et orchestre, être blasphème, blasphème d'or, tonnerre, chambre d'écho, va avalanche et pitié, avale-moi avec vos vaches blanches, beurre, regret, chaperon et vomis les os. Les autres, nous aurons survécu à Dieu, à tout ce qu'ils ont dit de nous. Notre langue est souvenir de ce que fut notre cœur quand il était couronne. Notre langue est souvenir de ce que fut notre cœur quand il était couronne. Et la main des mots a percé nos cœurs pour te caresser, reine. Et qui même me suivent hors ce trou mort-mère, la main des mots a caressé notre cœur. Et qui même me suivent, me disent hors ce trou mort-mère. Amour, va. Merci beaucoup. Fait qu'il faut pas grand-chose. Faut pas grand-chose, mais moi, je voulais quand même souligner, je trouve que c'est une magnifique représentation de ta manière de te mettre en danger dans ta création, autant avec le corps qu'avec les mots. Ça représente en tout cas, je trouve que ça représente vraiment bien ton travail, en général. Je suis pas là pour faker, tu sais. Ça paraît. Si j'écris pour faker, j'ai pas envie de faire ça. Puis maintenant, j'ai jamais eu envie de ça, mais ça veut dire quoi ne pas faker, tu sais? Ça veut dire quoi pour moi prendre un risque? Ça veut dire quoi pour moi dépasser mes propres limites physiques? Puis dépasser ses limites physiques, ça veut pas dire que tu as besoin de faire un barrel turn, 3 barrel turns à l'horizontale comme Louise Le Cavalier. Ça peut être ça si tu es une machine, c'est correct. Mais être dans une vraie fragilité, je veux dire, quand je fais ça, je suis vraiment dans la merde. C'est pas une joke. Quand je suis bonne, là, je suis fatiguée, j'ai mal dormi hier, je fais le poème au complet sur une jambe. Là, je suis pas capable, mais ce serait dangereux, ce serait niaiseux. Mais à partir du moment où je suis vraiment dans la merde devant vous, je vous parle pour vrai, même si le texte y est écrit. Parce que j'ai vraiment besoin de vous parler, parce que je suis dans la merde puis je veux pas rester tout seul. Fait que la relation qui est là change. Déjà, là, je suis assise derrière le micro puis on n'est plus dans la même relation. On est retombé un peu dans ce qu'on était avant. Fait que c'est une recherche de justesse. C'est quoi la justesse? Il n'y a pas de réponse absolue, tu sais. Mais je peux au moins avoir
l'honnêteté envers moi-même, d'enlever le plus de couches possible dans l'écriture ou dans la lecture, parce qu'il en reste toujours. Il va toujours rester des couches, il va toujours rester des masques. Je t'entendais lire et je me rappelais à quel point il y a un travail sur notamment des expressions toutes faites que tu transformes, que tu tirailles, que tu féminises. Parfois, ça c'est très intéressant. Certaines expressions qu'on emploie uniquement au masculin, hein, dans l'oreille d'une sourde, par exemple, qui revient à plusieurs reprises. Comment tu travailles cette langue-là? Comment tu... De manière très intuitive. Je sais que l'oralité a toujours fait partie de mon parcours, la recherche de quelque chose qui sonne, du rythme, du son, mais au point où je le travaille pas autrement qu'en lisant des bouts à voix haute. Mais pour moi, ça fait partie de la justesse. Donc, il y a quelque chose qui est musical, puis la musicalité, ça passe par une langue qui est parlée tous les jours. Puis en ce sens, la dévoration, j'ai plus de misère avec, parce que c'est un livre qui est plus écrit que les autres, beaucoup. Il gagne, celui-là, à être lu sans voix. Moi, j'ai de la misère à le lire à haute voix. Alors que Corps étranger puis Cassandre sont très faciles à lire à haute voix. Puis j'aime ça. Mais là, voilà, c'est là que ça devient intéressant d'essayer de faire les deux vraiment en même temps. Pas une oralité écrite, mais une écriture qui porte l'oralité. Mais je le travaille pas, c'est là parce que c'est dans ma manière de concevoir l'écriture. L'écriture, c'est ça pour moi. Tu dis que ça a été plus difficile à écrire, ce livre-là. Est-ce que ça veut dire que tu as du mal à raconter une histoire? Non, parce que l'histoire de la dévoration, je m'en contre-calisse, mais à un point, c'est pour ça que c'est très drôle aussi de lire l'écriture ou de t'entendre résumer le livre. Pour moi, c'est absolument pas important. Puis quand j'entends oui, voilà, c'est un livre où la petite, un récit... J'ai l'impression qu'on parle d'un autre livre. C'est accessoire. Je peux raconter des histoires, mais elles sont accessoires. C'est le ton puis la langue qui m'intéresse. C'est qui, elle? Comment ça, l'univers, comment ça, la personne qui parle d'elle parle comme ça? C'est beaucoup plus là. Qu'est-ce qui arrive pour qu'on arrive à cette langue-là? Qu'est-ce que cette langue-là porte? Qu'est-ce qu'elle construit comme un univers? Ça m'amuse. L'histoire, des histoires, ça, il y en a partout. Je travaille dans un journal, hein, des histoires, je peux t'en fournir à pelleter. Non, c'est pas... j'ai pas de misère à les porter. Je suis pas intéressée par les histoires. Je peux m'en servir. Là, peut-être que je vais commencer à m'en servir. Mais c'est un élément qui est bien, bien bas dans la pile des priorités pour moi. Mais donc, elle te sert à quoi, cette histoire-là, ici? Sinon, tu l'aurais pas... Tu aurais fait un recueil de poésie? Ici, elle me sert à la langue, à construire cette langue qui est à cheval entre la nature puis la ville. Elle me sert à trouver des personnages, parce que les personnages vont parler une langue. Donc ça, elle me sert. Et à faire des tableaux, de la peinture. Ça aide. On va peut-être passer bientôt aux questions, mais avant ça, j'ai une dernière... non, je reviendrai à la fin avec mes quelques dernières questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça vous prend un micro sans fil qui traînait par ici, je pense. Il est où? Est-ce qu'il est retourné dans le fond? Donc, qui a des questions, des précisions, des commentaires, des plaintes à formuler? Oh, come on! Je suis venue autant pour vous entendre, s'il vous plaît. Oui, merci. Oui, Kim, où le micro est où? Je peux te donner... Ah, mon Dieu. Veux-tu prendre le mien? Tiens, viens, elle va venir en avant. Ouais. Vous avez dit que vous ne voulez pas parler de la page 123. Je dirais rien, mais je voulais savoir si c'est une métaphore ou c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Vous le savez, vous ne pouvez pas répondre. Ah, OK, merci. Pourquoi c'est important pour toi? J'ai lu 3 fois, parce que quand tu le lis, puis là, tu arrives là, tu te demandes, c'est vraiment ça que j'ai lu?
Et je voulais vraiment savoir si c'était vrai ou pas. Tu réponds pas à ma question. Pourquoi c'est important pour toi de Pourquoi savoir c'est- si c'est vrai ou pas? Pour me le confirmer. Ben, parce que ça me fait tout bizarre de lire ça. Pourquoi? Ben, c'est pas normal. Pourquoi? Ben, c'est pas normal, là. C'est juste... Là, vous voulez pas qu'on dise c'est quoi, ça, page 123, donc ce qui se passe là, pour moi, c'est pas... Non, c'est pas normal, puis c'est comme... C'est pas quelque chose qui serait... que tout le monde ferait dans la vie, là. Je suis absolument d'accord avec toi. Puis Là-dessus, on s'entend. ben, OK? pourquoi je veux savoir ça, c'est pour me le confirmer, pour être sûr que j'ai bien compris. C'est pas normal. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est normal de voir dans des images pornographiques et sociales des jeunes filles de 16 ans avec des vieux schnocks de 60? Ça, c'est normal. Une jeune fille de 16 ans avec un vieux schnock de 60, ce que ça donne comme image, c'est de l'inceste symbolique. C'est pas juste de la pédophilie symbolique, c'est de l'inceste symbolique. Le couple Céline Dion et René Angelil, à qui on a fait des funérailles nationales, c'est un couple symboliquement incestueux. Et ça, c'est normal? Non. Voilà. Donc, je prends l'image, je change certains personnages, je fais voilà. Puis si je suis baveuse, je te dis, mais non, c'est la même chose. Mais c'est pas la même chose. Pour vous rassurer, René Angélis, Céline, j'ai jamais aimé ça. Mais c'est socialement accepté. Ça passe. C'est dommage, je pourrais pas te dire ce que Kim a dit dans la classe. Oui, devant, vas-y. devant tout le monde. Vas-y. Elle dit « Couche avec sa grand-mère! » Arc! Il y avait une autre question, là. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la page 123? Ça marche. Donc, la dévoration des filles, c'est vraiment un recueil focusé sur les femmes. Mais pourquoi est-ce que la petite, elle a grandi avec 5 frères en tant que telle? Pourquoi pas 5 sœurs ou juste avec sa grand-mère? C'était quoi le symbolisme là-dedans? Oh mon Dieu, je me pose tellement pas la question du symbolisme. C'est-à-dire que Ben, moi, les images me viennent, importe, là. puis je les porte. Mais c'était plus fort pour moi de faire mourir les hommes. Mais pour vrai, c'était plus efficace. J'avais plus besoin de les voir puis de les tasser de manière volontaire que de faire seulement un univers de filles. Puis je trouvais que l'univers seulement de filles, ça allait paraître plus si justement il y avait des figures masculines autour. OK, merci. Oui, pour les gens qui n'ont pas lu votre roman, comment est-ce que celui-ci s'inscrit à l'intérieur de la thématique de la barbarie? Attends, je vais juste... attends, Catherine. Je suis prête à répondre. Je suis prête à répondre. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais je suis prête. Mais je peux t'expliquer d'où vient la question, peut-être, parce que je pense qu'elle n'est pas au courant. C'est correct, ta question. C'est juste qu'on est dans la semaine de la culture au cégep et notre entretien était prévu bien avant que je sache que la semaine de la culture qui a pour thème la barbarie. Donc, on a intégré la dévoration, hein, c'est barbare, dans le thème de la barbarie. En fait, probablement justement dans le rapport à la cruauté assumée et intégrée dans ce désir de faire ressortir certaines cruautés sociales, soit par en creux, en effet de relief, comme dans la page 123, en renversant la situation, ou simplement en les portant. Il y a beaucoup de rapports à l'enfance. Il y a un gros rapport au conte de fées dans la dévoration, dans la langue du début. Je veux dire, les contes de fées, les histoires, les chansons, les comptines qu'on chante aux bébés, ils sont atroces. Sérieusement, là, en termes de barbarie puis de cruauté, tu peux difficilement faire mieux qu'il était un petit navire. C'est lui qui sera mangé. Tu sais, la première fois que je me suis pognée à chanter ça à mon fils de 2 semaines, j'étais juste comme « Qu'est-ce que je suis en train de faire? » Fait qu'il y a une espèce de jeu, de dosage dans le livre entre ce qu'on accepte de la barbarie et ce qu'on n'accepte pas. Ouais.
Dans ce cas-là, pour la suite de ma question, j'aimerais savoir si, à quelque part, c'est une critique de la culture patriarcale et justement des effets qui en ont suivi. Je ne l'ai pas pensé comme ça. Je pense que ce l'est. Je pense que le résultat l'est. Je me suis pas levée un matin en disant « Tiens, je vais faire un récit sur une critique de la culture patriarcale ». Je fonctionne pas comme ça. Je suis un soir dans mon lit, je me dis « C'est quoi la pire phrase que moi je peux écrire? Ma grand-mère fourrait des queues. » Et là, ça part. Mais juste que pour moi, la pire phrase que je puisse formuler, c'est ça. Il y a plein de choses qui ruissellent de ça après. Je le pense en le faisant aussi, mais il y a toujours une part, puis ça c'est fascinant, si vous publiez un jour ce que je vous souhaite, ceux qui s'attendent, c'est fascinant de savoir qu'on a beau penser un texte, il va toujours rester une grande part d'impensé jusqu'à temps qu'il soit publié. Puis à partir du moment où il est publié, où il est fini, étrangement, tout d'un coup, là, tu discutes avec ton propre texte de manière différente. Il y a plein d'affaires qui sont super intelligentes là-dedans que j'avais aucune idée que j'étais en train de faire ça, mais aucune idée. Et probablement des affaires poches aussi que je vais découvrir dans 3 ans. T'sais. Fait que c'est un rapport pour moi qui est intuitif. Intelligent, mais intuitif, c'est la même affaire pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Catherine? Des questions pièges. Des questions pièges. Tiens. Oups, c'est parti par en arrière. Okay. Ben, tu viendras en avant. Après? Je me demandais par rapport à la thématique de la ville, parce que vous l'adoptez juste dans une partie, puis c'est pas nécessairement là qu'il y a les parties les plus marquantes, justement, les moments. Je me demandais pourquoi vous trouvez ça nécessaire de toucher à cette thématique-là. Excellente question. Pour moi, c'est absolument pas nécessaire. C'était une suggestion de mon éditeur pour accélérer la construction de l'histoire. Fait que j'ai embarqué là-dedans et je l'ai fait à ma manière et de mon mieux. Et là où moi j'ai trippé, par contre, c'est quand j'ai décidé de faire le voyage dans le temps. Quand j'ai fait comme, ouais, OK. En fait, l'éditeur a simplement dit, faudrait qu'elle parte. Faudrait qu'elle parte pour revenir à la grand-mère. Si elle reste là, il y a comme quelque chose qui ne marche pas. Et là-dessus, je pense qu'il avait raison. Il fallait qu'elle s'émancipe pour que le choix de revenir soit encore plus cru et encore plus tough. Si elle était restée tout du long sous le joug de sa grand-mère, là, ça aurait été tordu puis encore plus anormal. Si elle part en ville puis qu'elle revient puis qu'elle décide puis que pour elle, c'est une forme d'amour, c'est encore plus twisté. C'est malade. Donc, sur la sortie, c'était tout à fait juste. C'est devenu la ville, c'est devenu... moi, j'ai rajouté un jeu dans le temps, mais ça a été du travail. Fait que je peux moins répondre à ta question que je peux répondre à la sienne, où là, c'est parti d'une réelle pulsion, parce qu'il y a ça aussi dans le texte. Pour toi, c'est moins fort. Il y a des personnes qui me parlent du bout de la ville, qui capotent leur vie dessus. Mais effectivement, c'est pas né d'une pulsion de dire absolument irrésistible. Je devrais pas dire ça. C'est pas grave. Okay, ben moi, c'était à propos de la dernière phrase dans le livre. Oui. J'avais rêvé d'être une fille. Oui. J'ai pas super bien compris ça. C'est une phrase qui est tirée de certaines correspondances de José Yvon. Puis... j'ai pas envie de l'expliquer, je suis désolée. Qu'est-ce que t'as pas compris? Ben, je savais pas trop comment l'interpréter, en fait. Je comprenais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire. Je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, que ça vienne dans la bouche de la grand-mère à la fin, c'est que tout d'un coup, elle voit toutes les possibilités de sa propre féminité qu'elle s'est elle-même niée. Ça veut pas dire que la phrase veut dire ça. Je pense qu'elle est ouverte à plusieurs interprétations. Mais c'est là que pour moi, c'est extrêmement émouvant. Même sachant
que José Yvon a écrit ça aussi, tu sais, qui a été caché dans l'ombre de son chum, qui avait été prostitué, qui a fini morte du sida tout seul dans un appartement sur la rue Ontario en chaise roulante, qui est allé au bout d'une certaine idée de la féminité, qui a travaillé son corps, qui était blonde, qui est devenue qui s'est teinte, qui est devenue grosse, elle l'a pas travaillé dans le sens volontaire, mais qui a vraiment comme passé à travers des transformations physiques, qui est indéniablement une fille et une femme, et qui dit « j'avais rêvé d'être une fille », c'est vraiment comme « wow », c'est d'une cruauté et d'une beauté pour moi absolument décapante. Est-ce que ça répond pas à ta question de manière satisfaisante? D'accord. Je peux peut-être la mettre en écho avec la phrase du début, non? Oui, tout à fait. Hein? Fox, c'est une fille, qui est une phrase qui revient à plusieurs reprises. D'autres questions? Nicolas Chalifour. Juste pour revenir sur la question des entraves que tu évoquais pour l'autrice ou l'auteur, enfin, terminons-le comme on veut. Passer de recueil de poésie orthodoxe dans la dénomination à un texte comme ça qui est résolument encore dans le poétique, mais qui s'inscrit dans quelque chose de narratif. Il n'y a pas aussi, parce que la réponse à la question de Pascal sur l'histoire, sur le récit. Puis là, tu viens de nous parler de ton éditeur qui te propose un travail pour faire avancer l'histoire dans ton truc. Il n'y a pas là aussi quelque chose d'un peu politique aussi, au sens... la poésie est un peu comme le féminin, placé en marge sur le plan médiatique, sur le plan économique de la littérature, et de mettre un pied dans le narratif, c'est un peu jouer avec ça, c'est un peu en sortir, puis là, il ne faut pas mettre trop de connotations à sortir ici, là. Mais j'aimerais t'entendre là-dessus, oui. C'est une lecture intéressante. Je pense pas que j'ai été drivée par ça. Par contre, la conscience d'être dans un non-forme était très aiguë et dérangeante à certains moments. C'était dérangeant pour moi de ne pas savoir si je faisais de la poésie. Le monde me demandait « Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un autre recueil? » Puis même encore, là, Pascal t'a parlé d'un roman, je suis pas à l'aise, c'est pas un roman. Le monde me demande « C'est quoi ton livre? » Puis je suis comme « C'est pas un roman. » « Oui, mais c'est quoi? » « Ben, je sais pas. » C'est pas un récit, c'est pas de la poésie, ce n'est pas de la poésie. En l'écrivant, pour moi, c'était extrêmement naturel, mais ça me faisait de quoi de ne pas être dans une de mes catégories habituelles. Et quand je dis que ça me faisait de quoi, ça m'apportait aussi une très grande liberté, puis un très, très, très gros pied de nez. Je te dirais que là où, pour moi, ma surprise est, j'essaie de faire des liens entre des affaires, ma pensée balbutie, puis je ne suis pas en train de répondre à ta question. À partir du moment où j'ai enlevé la section José Yvon, ce qui s'est passé sans que je m'en rende compte, puis c'était la première fois, c'est que je suis sortie du jeu. Non seulement je faisais de la poésie, mais je faisais du jeu qui est aussi vu comme de l'écriture féminine. Puis la petite est arrivée, puis c'est devenu un récit au il, au elle. Ça, c'est nouveau pour moi. Puis je pense que ça a propulsé la possibilité de l'histoire. Parce que j'étais extérieure, puis ça me donnait plus de possibilités de manipulation des personnages. Donc, je ne vais pas répondre en termes de politique, genre, poésie féminine, roman masculin, mais je me suis sentie, et que c'est dur à dire, hein, parce qu'un livre va toujours être plein de défauts, je me suis sentie plus puissante dans l'écriture, alors que j'avais l'impression que personne allait me lire. J'avais vraiment l'impression que ça allait être un livre pour 4 personnes. Mais vraiment. Et j'ai encore l'impression que c'est un livre pour 4 personnes. Je suis un petit peu blastée qu'on soit allé en réimpression. C'est inexplicable pour moi. C'est inexplicable que personne m'ait appelé chez nous en disant « What the fuck, la page 123, t'es une hostie tordue obscène! » Je comprends pas. Non, mais vraiment, pour vrai, tu fais comme « OK, c'est ça que j'ai besoin de faire, je le fais. »
Je pense que les gens ne me suivront pas. Je pense que les lecteurs qui ont aimé Cassandre et Corps étranger ne me suivront pas. C'est pas grave. Et d'arriver à ce point-là, ça libère. Puis quand en plus il y a du monde au rendez-vous, c'est extraordinaire. Puis je dis du monde, c'est pas des masses, là, tu sais. C'est pas Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est pas Dany Laferrière, mais pour moi, voilà, on en a vendu plus que 1000, c'est fantastique. Avec aussi ce que ça apporte après quand tu es une personnalité performative, de faire, OK, qu'est-ce que je fais après? C'est ce que je voulais rajouter en t'écoutant parler, c'est-à-dire que tout à l'heure, tu nous parlais un peu du fait que tu t'es fait violence en renversant ta fin. Oui. L'évaporation du personnage féminin. Il y a peut-être un peu de ça aussi dans ce pied dans le narratif. Rompre ton éthos d'auteur, poète. Puis en passant, parce que tu as dit un truc, puis je veux juste faire une précision. Je n'étais pas en train de dire que le poétique était féminin et le narratif masculin. Je voulais dire que comme la poésie, la littérature féminine était entravée dans le monde commercial et médiatique. Voilà, c'était tout. Mais merci pour ta réponse. Tu as très bien répondu. C'était très intéressant. On lui donne combien? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Yes! Lauriane, une des deux, Lauriane ou Constant, ouais. Je voulais savoir, vous aviez parlé de... il y a beaucoup le thème de la cruauté qu'on parle depuis les questions précédentes. Je veux savoir s'il y avait une forme de cruauté envers le lecteur aussi, qui est un peu désirée dans la façon de déranger beaucoup le lecteur. Absolument! Ce livre est un piège, man. C'est un booby trap. C'est comme fuck, t'as lu la page 123, tu t'en es pas rendu compte, t'es pogné, puis il reste juste 10 pages avant la fin, fait que tu vas te rendre jusqu'au bout au lieu de le calisser au bout de tes bras. C'est un piège, c'est un trick d'auteur, c'est vraiment une stepette, t'es pogné, c'est terrible de faire ça. Absolument, c'est tellement le fun comme auteur. Ceci dit, ça a été la même affaire quand je l'ai écrit. J'ai vraiment fait que... Oui? Vraiment? J'ai comme... OK. Quand on l'a édité, page par page, avec Éric, tu vois, au début, t'arrives. Puis là, t'arrives page 122, 123, on lit, tu sais, on passe à peu près 5 minutes par page. Il y a des pages, on passe 10 minutes. Là, t'es page 122. Je respire pas de la page 122. Je regarde les notes, on négocie 2 mots, tu sais. Puis là, il tourne la page, puis je fais comme ouf. Puis là, il fait « Pourquoi tu fais ouf? » Il disait « Je suis pas sûre, je l'assume. » Puis là, il retourne la page, puis il dit « OK, on va en parler. » Puis je suis comme « Non! » On a passé 2 heures sur les pages 122, 123. Pourquoi t'écris ça? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi qui t'inspire? T'es-tu correct? On les met dessus. Puis à la fin, ça a fait « OK, on y va. » C'est aussi inspiré beaucoup par Pascal Quignard, qui est un super auteur français, qui parle dans Abîme ou la nuit sexuelle, de une scène qui manque à nos mythologies, à nous, c'est notre scène de conception. Quand on parle des affaires pas normales puis des affaires qu'on veut pas savoir, mais qui font partie de la vie, c'est que d'imaginer ton père et ta mère baiser pour te concevoir, c'est absolument immonde dans nos têtes. Mais pour vrai, il y a quelque chose qui est absolument tabou, là. Et pourtant, quand tu deviens parent, comme c'est le cas pour moi, ben, tu sais très bien que tu continues à avoir une sexualité et que ton enfant est le fruit, oui, de jeux sexuels et, si tu es chanceux, d'orgasme. Donc, c'est lié, il y a quelque chose qui est lié à ça, qui n'est pas comme la Sainte Marie. Donc, le lien entre la parentalité et la jouissance, on en parle très, 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 très peu. Alors que, excuse, ça va de soi. Tout le monde sait que ça prend une relation sexuelle pour faire un kid. Mais en tant que kid, d'imaginer nos parents avoir du plaisir, c'est tough, tu sais. Fait que j'ai joué là-dessus aussi. C'est mes propres tabous. Et visiblement, je ne suis pas la seule à les avoir. C'est le propre des tabous. Merci. Moi, j'ai
puis c'est peut-être juste moi, mais j'ai vu comme de la rivalité entre la grand-mère puis la fille. Il y a une scène où la grand-mère regarde sa petite fille courir, puis elle se dit j'ai hâte que les monstres acculent. Est-ce que, puis comme vous dites, là, c'est juste l'histoire, fait que peut-être que vous pouvez pas me dire de réponse, mais est-ce que la page 123, c'est comme un peu une façon de faire la paix entre les deux dans ce conflit-là qui n'est pas dit, mais qui est vécu? Et d'annuler toute rivalité. Puis ça le dit dans la page 123, sont égales là, tout d'un coup. Il n'y a plus de vieilles, il n'y a plus de jeunes, il y a un aplatissement dans cette scène-là qui redevient primordiale, puis qui peut être mythologique, elle peut être symbolique. La critique de liberté a dit qu'il faut absolument la lire comme symbolique parce que sinon le récit s'effondre. Moi, je suis comme non. Non, tu peux la lire, c'est vraiment littéralement. Ça se peut aussi, je pense que ça se peut. Donc, oui, une rivalité, puis c'est l'exposition aussi du pouvoir de la jeunesse, pour moi, à travers le regard de la grand-mère, qui est là aussi. On parle de toutes les forces de pouvoir en jeu. La jeunesse est une espèce de puissance, oui, c'est formidable, mais parfois qui joue au détriment d'un âge mûr, surtout quand on parle de séduction, séductabilité, sexe. Je peux vous le dire, mesdames, je suis désormais invisible. J'ai longtemps été visible dans la rue, maintenant je suis devenue invisible. Ça nous arrive toutes. Il y en a à qui ça arrive plus tôt. C'est désolant et à la fois extrêmement libérateur parce qu'on sort du jeu de regard et de la recherche de désir. J'espère qu'il y a des filles qui sont belles, qui sont capables de sortir de ça tôt. Moi, j'ai pas été capable. Et je ne sais pas si j'en suis sortie ou si j'en ai été expulsée par les dictats de la beauté qui font que t'es belle tant que t'es jeune. Ça fait mal. Parlons-en. Lauriane, tu avais une autre question? C'était à propos des tabous. Mais vous avez répondu en parlant des tabous. C'était que pourquoi est-ce que quelque chose qui est considéré comme absurde est considéré comme violent? Parce que quand vous avez dit la phrase concernant votre grand-mère, ben vous dites que c'est ce qui est le plus violent que vous avez pu... Pour moi. Pour vous. Mais moi, ma réflexion, c'est juste pourquoi est-ce que les tabous sont considérés comme violents? Mais en parlant de tabous, vous avez comme... parce que vous n'aviez pas mis le mot genre tabou, mais en parlant, ça a comme répondu un peu. Oui, il y a un gros jeu sur les tabous là-dedans. Ouais, c'est la raison pour laquelle c'est considéré violent. Vraiment. Laurence, ici, juste. Merci. Moi, je voulais savoir, en fait, le titre que vous avez donné à votre livre. Est-ce que vous l'avez donné après avoir écrit la page 123? Bonne question. Oh shit, le titre. Je ne sais plus. Le livre s'est appelé longtemps, c'est qu'il n'était pas un titre, mais il s'est quand même longtemps appelé « Ma grand-mère fourrait des queues », ce qui était absolument impossible, mais c'est pas grave, ça a été le titre de travail. Il s'est après appelé « Fée » au pluriel. Quand est-ce que la dévoration est arrivée? Tard, je ne sais plus. Ça se peut. Mais c'est sûr que... Ça a un lien avec la sans page. blague, tu sais. Puis c'est vraiment le titre, quand tu as lu le livre, t'es vraiment comme... C'est un petit peu, oui. C'est quasiment une joke un peu cave. Tu sais, il y a un peu de la joke de mon oncle. Non, j'exagère. Mais, oui. Oui, de la joke, exactement, de la joke de ma tante. Merci, Nicolas, de me reprendre dans mon sexisme de base. Puis, dans le fond, j'imagine que c'est comme une métaphore qui est vraiment propre à notre propre vision, notre propre sentiment qu'on a par rapport en lisant le livre. Ben, il y avait plusieurs aspects. On a vraiment... c'est très drôle parce que jusqu'à la fin, on pensait que c'était pas le bon titre. Donc, la dernière période de travail, moi, je suis arrivée avec 10 autres titres, puis Éric, mon éditeur, en avait aussi une proposition de 10 autres. Puis on a rayé pour revenir à celui-là. Puis on a un peu fait comme, bon, ben ça va être ça par dépit. Et ça fait partie des illuminations une fois que le livre est publié, que t'es comme, esti, on a pensé à le changer, crise de gang de cave. C'est vraiment le bon titre, tu peux pas y toucher, tu sais. Parce que t'as l'aspect dévoration des fées dans le sens, à travers ça, je dévore aussi certains stéréotypes féminins. Je les avale, je les remâche, je les réétabli en quelque sorte. Tu as la dévoration littérale de la page 123. Fait que tu peux vraiment le lire de plusieurs manières. Exactement.
une fée, c'est un caractère surnaturel, magique. Est-ce qu'on vous vouliez aussi parler du fait que les femmes, dans ce temps-là, mais c'est ça, des femmes au foyer, parce que ça se passe aussi quand même, je sais pas si ça se passe dans un temps moderne ou... T'as ça aussi, mais t'as tout le lien aussi avec la poésie de José Yvon et de Denis Vanier. José Yvon, on l'appelait la fée mal tournée. Denis Vanier, l'appelait la fée des étoiles parce qu'elle avait été éclairagiste au Grand Cirque Ordinaire puis qu'elle jouait avec les lumières. Il y a une référence directe avec Les Fées ont soif de Denise Boucher aussi. Donc, cette image, ça parle non seulement de l'image traditionnelle des fées, mais de l'image maintenant traditionnelle des fées varlopée par le féminisme. Fait que t'as les deux couches en même temps, ou les trois couches rendues là qui sont là. Mais est-ce que ça pourrait dire que les femmes, ce sont des personnes extraordinaires, surnaturelles, magiques, qui ont des super pouvoirs? On fait des enfants. Donc oui. T'avais-tu une question, Jacques? Je t'ai vu lever la main. Quand on pense qu'on n'a que 4 lecteurs, puis que ce n'est pas le cas, qu'il y en a 5 et 6, bon. Est-ce que ça change la vision qu'on a de ce qu'est un lecteur? Est-ce que ça influence? Je ne parle pas en termes de est-ce que je vais écrire pour, mais ce qu'est un lecteur. Forcément. Mais l'effet le plus direct, c'est que ça me dit que je peux aller encore plus loin. Je répète, je l'ai dit tantôt, mais où pour moi, le jeu avec les tabous, avec le piège, la prise au piège du lecteur, j'avais l'impression d'être... en fait, j'avais déjà l'impression d'avoir dépassé une limite. Le fait qu'il y ait des gens qui suivent... Qu'il y en ait qui restent en retrait, c'est correct, surtout s'il y a des gens qui suivent. Ça dit, OK, donc on peut aller plus loin. On peut aller plus loin dans l'imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire aller plus loin dans l'imaginaire? C'est là que ça va devenir intéressant. Ça va être quoi la prochaine étape? C'est clair que le jeu sur les tabous, la honte de soi, la cruauté, c'est des thèmes qui me sont vitaux, j'en sors pas. Comment faire? Je ne sais pas, mais c'est là que ça va devenir intéressant parce que ça va m'obliger à plonger encore plus profondément en moi-même, en quelque sorte. Ça veut dire que ce que je pensais être un cauchemar est bienvenu ou nécessaire. Il y a des cauchemars nécessaires. Il faut les connaître de toute façon. Il faut connaître nos démons pour pas qu'ils nous pètent d'en face. Donc, est en quelque sorte bienvenu, ne serait-ce que pour certains. Alors voilà, allons plus... Pas nécessairement plus loin. Plus spécifiquement, plus précisément, plus profondément, plus loin. Ça veut dire que le lecteur il est plus capable que ce que je pense. Bonjour. Malheureusement, j'ai pas encore lu votre œuvre. Cependant, j'ai lu Les Fées ont soif et évidemment, il y a beaucoup de liens à faire avec ce que j'entends depuis tantôt. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que justement, il y a comme une espèce de controverse autour de la page 123 de ce que je comprends. Qu'est-ce que vous pensez justement de la controverse qu'il y a eu dans les années que Les Fées ont soif ont été écrites comparément à votre œuvre? J'imagine qu'il y a eu des échos par rapport à ça aussi. Même non, pas? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Puis c'est là qu'est ma surprise. Non, c'est pas ma surprise, parce qu'il faut s'entendre aussi que Les Fées ont soif étaient au théâtre, donc sur une scène grand public. T'es déjà ailleurs que dans une maison d'édition comme le Cartanier, un petit peu edgy. Mais rien à voir en termes de résonance sociale. Ce qui s'était passé avec Les Fées ont soif avait eu une résonance médiatique, une résonance sociale, et c'est là que ça avait été intéressant aussi parce que ça avait forcé des discussions là où ce type de discussion-là ne se rend jamais. Alors, ça n'a rien à voir, malheureusement ou heureusement.
Rebonjour. Moi, c'est pour savoir, vous aviez parlé d'une certaine limite pour ne pas choquer nécessairement le lecteur. Mais dans ce cas-là, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des textes, que je me souviens pas malheureusement c'est qui l'auteur, mais c'est un auteur québécois qui a fait un texte homosexuel qui s'appelle Les Chiens. Il y a également eu, par exemple, d'autres... Il y a également eu d'autres... Dans ce cas-là, je prends des textes un peu plus connus. On va parler, par exemple, des Infortunes de la vertu du Marquis de Sade, où est-ce que Justine, si je me rappelle bien, a fini par se faire violer, ou si on pourrait parler Les Amours d'un Hospodar, ou soit Les 11 000 Verges de Guillaume Apollinaire. Qu'est-ce qui vous a retenu de ne pas pousser, on pourrait dire, face à la page 123 encore une fois, l'aspect érotique d'une façon encore plus poussée, d'une certaine façon? Parce que c'est pas seulement l'érotisme qui est mon thème là. Au contraire, c'est un thème sous-jacent. C'est plus la libération, je pense, au final. Et parce que c'est plus intéressant pour moi d'être funambule, d'être sur la ligne. Je ne veux pas faire dans l'obscène. Okay, vous voulez rester... Oui, je veux rester communicable, je veux rester lisible. J'aime mieux... je suis très, très intéressée par la relation du genre, voilà, je lis, tout d'un coup, ça fait comme... Mais je continue à... Ça m'intéresse, cette distance que le lecteur veut mettre, mais qui ne sera pas trop loin. Il ne va pas, comme je disais tantôt, il ne va pas le laisser tomber, mais ça, on ne sait jamais parce que tous les lecteurs sont différents, tu sais. Donc, je joue aussi avec une part de séduction, avec une part de l'enfance qui est là, qui est portée à être irrésistible. Il y a une joie qui est là, qui compense aussi. Je ne vais pas faire juste du grossier ou ça ne m'intéresse pas non plus. Je trouve que l'amalgame, le mélange est plus intéressant et plus riche. Non, je pense qu'on a encore un petit 10 minutes peut-être. Hein? C'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ceci dit, je pense que l'érotisme est la prochaine étape, mais que ça ne sera pas de l'érotisme. Mais exactement, parce que dans l'érotisme, il y a également deux divisions, comme que je suis content que vous avez parlé, soit de l'obscène, ou est-ce que c'est beaucoup plus l'image, on va dire, du corps à corps, ou est-ce que l'important, c'est l'action et non la beauté qui est derrière. Mais si jamais vous décidez d'écrire si j'ose le dire, un roman érotique, dans quelle sphère dirigez-vous? Pensez-vous plus vous diriger? Je n'écrirai pas de roman érotique. Mais je m'intéresse fortement à mon propre imaginaire érotique. J'entends des gloussements à droite. Qui correspond, qui est vraiment, 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 vraiment forgé en grande partie par ce que je vois et par la pornographie ambiante et qui ne correspond en fucking rien avec ça en même temps. Donc, d'une certaine façon, vous n'irez peut-être pas seulement vers l'érotisme, mais plus vers le côté harlequin, ou est-ce que c'est plutôt la relation qui est derrière, qui est plus importante? Est-ce que j'ai parlé d'une relation? J'ai dit que mon érotisme ne correspondait pas à l'imagerie pornographique. Ça n'a rien à voir ni du harlequin, ni avec le harlequin, ni avec même la relation. Mais je veux dire, j'ai un trip absolu. J'ai un trip absolu quand ma peau est en contact avec la soie. Comment est-ce que je peux arriver à communiquer la charge érotique que ça me fait? Alors que ce qui est supposé être érotique, c'est une fille en G-string avec des talons de 8 pouces. Là, il y a quelque chose littérairement qui m'intéresse. Il y a un fossé, il y a une vision sociale, un regard social, des conventions et des images, puis là je te dis la soie, mais il y a 15 000 autres affaires sensorielles qui sont vraiment, on n'est même pas, des fois on est dans le relationnel, mais juste dans la pure sensation qui pour moi est érotisante. Donc comment arriver à rendre ça aussi érotique ou pornographique que les images
dont on nous a dit qu'elle l'était, et qui finissent même par interférer, puis que si je suis dans mon trip à m'emmener avec de la soie, il va finir par avoir une image de grosse boule qui va réapparaître dans ma tête, parce qu'on m'a dit que c'était ça qui devait m'exciter, puis que j'ai envie de la tasser, mais qu'elle revient. Est-ce que je peux arriver à dire ça? Je pense que non, mais je me suis dit qu'il fallait que je m'assoie puis que j'essaie. Je trouve que tu le dis très bien. En écrivant, là, tu sais, d'essayer de pogner le lecteur, d'arriver à faire un piège de lecteur maintenant comme ça dans l'ouf, là, j'en ai pour 10 ans, je pense. Angèle, derrière, juste Moi, derrière. je vais vous poser une question plus sur votre procédé d'écriture. Quand vous écrivez, est-ce que c'est vraiment juste un vomi de ce que vous pensez ou vous allez voir dans le dictionnaire ou dans le dictionnaire des synonymes pour trouver le mot juste que vous cherchez? Ni l'un ni l'autre. En général, quand je vais commencer un vrai projet d'écriture, donc quelque chose, un livre en quelque sorte, c'est que je vais trouver dans mes cahiers de notes où il y a... J'écris pas beaucoup par vomi. En général, quand j'écris dans mes notes, il y a déjà quelque chose d'un petit peu particulier. L'écriture automatique marche pas pour moi parce que quand je me relis, je m'intéresse pas puis je me relis pas. Donc, des fois, j'ai une idée, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus ciselée, je l'écris. Puis quand je reviens dans mes cahiers de notes, plus tard, beaucoup plus tard, je retrouve quelque chose qui m'intéresse. Et en général, ça m'intéresse parce que je ne me reconnais pas dans la langue qui est là. Et il y a même des fois où c'est comme, man, qui c'est qui a écrit ça dans mon cahier avec mon écriture et mon crayon? Ça peut être à ce point. Et de là, je pars et je vois, est-ce que je suis capable d'en faire plus? Et là, on rentre déjà dans une notion de travail. Et qu'est-ce qui parle comme ça? C'est qui? C'est quoi? C'est 4 mots ensemble. Puis des fois, c'est vraiment 4 phrases, là. C'est pas plus que ça, ou une page. Puis, il y a des bouts d'inspiration, mais il y en a très, 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 très peu. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, mais il y a des moments, ça a changé dans la dévoration, où c'est plus... c'est une recherche de justesse. Puis là, je cherche le mot. Je ne vais pas dans le dictionnaire des synonymes, mais je suis là. Je suis vraiment comme ça. C'est quand, OK, c'est quoi? Puis là, j'écris, puis là, je regarde le mot. Non, ça, je rature, c'est pas ça. C'est... OK, c'est quoi le mot dans ma tête qui est là? Qui est le plus juste de ce que je veux dire. Puis je vais taponner avec des moments de coulée où ça va plus vite, que je retouche pratiquement pas entre les deux. Mais il y a beaucoup, beaucoup de job pour peu d'inspiration. Mais je suis capable maintenant de convoquer l'inspiration et de travailler des morceaux de manière assez solide pour qu'ils aient l'air inspirés. Ça, comme auteur, moi, je suis capable. C'est de la grosse triche, mais ça marche. C'est pas grave. Merci. Ou de l'art d'écriture, je sais pas. Peu de questions? Non? J'en ai peut-être une petite dernière, un peu générale. Non, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Je suis ravie des questions que j'entends. Je trouve ça vraiment intéressant et merveilleux que vous vous intéressiez à ce point-là, à ce livre-là. Mais c'est pas tout. Ça n'arrive pas tout le temps quand on enseigne la littérature au cégep, puis on se fait dire, pas seulement parfois par les étudiants, mais parfois par d'autres instances que what the fuck, vous nous faites lire des trucs comme ça, à quoi ça sert, moi je veux devenir comptable et pourquoi je me taperais des livres de 500 pages, c'est ben trop long, c'est trop difficile, je comprends rien, etc. Qu'est-ce que tu leur réponds? À quoi ça sert aujourd'hui de lire et de faire de la poésie, encore plus peut-être que de la littérature en général, mais plus spécifiquement de la poésie? C'est dur finalement, hein? Je suis pas missionnaire. Je cherche pas à convertir personne qui n'a pas envie de convertir, qui n'a pas envie d'être converti, pardon. Quel beau lapsus. La poésie, pour moi, c'est comme la danse, en quelque sorte. C'est ce qui me permet le plus de m'approcher de
c'est un gros, gros cliché. De ce qui hante les mots, de l'indicible, de ce qui échappe au langage, parce que le langage forge beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre monde et nos relations, et qu'il y a une tonne de choses qui restent insaisissables au langage. L'érotisme en est une. On peut le dire en de 1000 livres, ça reste insaisissable. L'enfantement, la mise à la vie, la mise à la mort, mourir. Comment peut-on parler, comment peut-on dire ce qu'est mourir? Je trouve ça fascinant de chercher à dire les choses qui sont difficiles à dire. Et je pense que ça me rassure par rapport à mes propres anxiétés puis à mes propres difficultés même d'envisager ces grandes choses-là, ces grands actes-là de la vie qu'on connaît tous, qu'on vit tous, qui sont nos moteurs, mais qu'on arrive finalement très peu et très mal à communiquer. Vraiment. Ce qui nous dirige vraiment, nos appétits, nos faims, nos douleurs, se taisent beaucoup plus qu'elles se disent. Je trouve ça en poésie, je trouve ça en littérature. Je trouve en littérature aussi la capacité de rentrer dans la tête d'autres personnes et dans leur langue aussi. Et je suis convaincue, profondément convaincue que les gens qui lisent ont plus de clés pour rendre le monde meilleur que ceux qui lisent moins. Et que les gens qui lisent plus et plus de tout ont plus de clés. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous voulez faire dédicacer votre livre, Catherine va se faire un plaisir de vous mettre sa griffe, je pense. Et merci beaucoup. Ah oui, le tirage.